Alors on le sait, quand on est contribuable dans la dernière ligne droite, avant la déclaration de revenus 2023, mais aussi pour ceux qui sont concernés par l'impôt sur la fortune immobilière. À l'occasion de se demander, tiens, mais qui est concerné par l'IFI? Quel est le portrait robot de ces 176 000 foyers qui ont contribué à cet impôt? Bonjour Jérôme. Bonjour David. Que dis-je? Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Voilà, on a envie de savoir qui est concerné. D'abord, qui est concerné par l'impôt sur la fortune immobilière? Je ne vais pas parler de vous, David, pardon. Non, je ne suis pas. Donc, sont concernées les personnes qui disposent en France au 1er janvier 2024, puisque c'est l'année dont on parle, un actif immobilier net d'1,3 million. Net de dette. Net de dette, c'est-à-dire qu'on prend bien en compte à l'actif les biens immobiliers dont on est propriétaire et on prend également les dettes afférentes strictement à ces biens immobiliers. Voilà. Donc, l'impôt concerne ces biens immobiliers qui sont situés en France, donc cela concerne à la fois des résidents et des non-résidents. Bon, cet impôt, on se rappelle, avant l'IFI, c'était l'impôt sur la fortune, l'ISF. Le profil, voilà, on veut savoir le profil de celles et ceux qui acquittent l'IFI. Ont-ils des lunettes? Ont-ils une cravate rouge? Je vois qu'ici on est bien reçu. Merci David. Alors, ça concerne les personnes qui sont établies. C'est-à-dire qui ont pu acquérir des biens au cours de leur vie et qui ont pu également rembourser de la dette, hein, c'est ça l'intérêt. Oui. On pourrait rajouter les personnes qui ont hérité de leur famille, mais c'est plus complexe que ça en fait. Donc on pense immédiatement à la résidence principale, parce que c'est en principe le premier choix, mais en fait elle occupe une part relativement faible dans la répartition des biens immobiliers, ce qui est contre-intuitif. Hein. D'une part parce que pour la résidence principale on a un abattement de 30% qui diminue considérablement quand même la base du système, et d'autre part parce qu'on admet plus facilement un endettement quand on est acquéreur sur ce bien, parce qu'on fait une contrepartie, si je puis dire, entre un loyer qu'on devrait payer, une assimilation entre un loyer qu'on devrait payer et un remboursement de dette. Donc pour les tranches qui relèvent les plus basses, hein, vous savez que les tranches elles vont de 0,50% à 1,50%, donc pour les tranches les plus basses, la résidence principale est d'une valeur moyenne de 550 000 euros. D'accord, ouais. Et les résidences secondaires, en revanche, ou les acquisitions locatives, pour ces mêmes tranches, sont de l'ordre de 1 million. Donc on a favorisé parfois un peu plus le bien secondaire que le bien principal, si je puis dire. Et si on considère des contribuables qui sont nettement plus fortunés, hein, qui ont un patrimoine immobilier qui est supérieur à 10 millions, la part des biens hors résidence principale est bien plus faible, puisqu'elle représente en moyenne 38%. Cela correspond environ à 7 millions d'euros de biens sur le patrimoine de ces personnes. Et à nouveau, la majeure partie du patrimoine taxable des foyers très aisés relève de biens ou de droits immobiliers, donc de biens détenus au travers de SCPI, etc. etc. Ce qui veut dire qu'effectivement, sans doute, que la détention de biens immobiliers, ça influe évidemment sur la nature des revenus des contribuables. Évidemment. Et là aussi, c'est très intéressant parce que il y a des personnes qui détiennent plus de capital que d'autres, mais dans le capital, quand elles commencent à en détenir, elles détiennent à la fois du capital immobilier, c'est ce dont on parle, mais aussi du capital mobilier, aussi des actions, des titres, ouais. des obligations. Et donc, selon ce que nous dit la DGFiP dans son dernier rapport, les revenus des foyers qui ne déclarent que l'impôt sur le revenu sont majoritairement constitués de traitements et salaires à 63%. Ouais. Ce qui est quand même intéressant. Et cette part, elle va tomber à 23% Ceux qui sont à l'IFI. pour les foyers qui sont dans le champ de l'IFI. C'est quand même étonnant, hein. Enfin, c'est intéressant. Et on retrouve la même analyse pour les retraites, c'est-à-dire que pour les pensions de retraite, pour les contribuables qui ne paient pas l'IFI, ça représente 15,2% du revenu de ceux qui paient l'IFI. Ouais. S'agissant de l'âge maintenant, alors, quel est l'âge moyen moyen à l'IFI des primo-déclarants à l'IFI, je vais être respectueux, donc c'est l'âge moyen, c'est 70 ans. On pourrait penser, donc on est primo-déclarant, on rentre à l'IFI à 70 ans. Alors que pour l'IR, et c'est aussi intéressant de le savoir, c'est 53 ans. Ouais. Donc on a des primo-déclarants à l'impôt sur le revenu, ce n'est pas forcément les plus jeunes qui paient le plus d'impôts. On savait déjà, mais... Donc 70% environ des primo-déclarants à l'IFI ont plus de 70 ans, contre 53 ans pour le reste des foyers fiscaux s'agissant de l'impôt sur le revenu. Et plus d'un tiers des redevables de l'IFI ont plus de 70 ans et seuls 30% des foyers à l'IFI ont entre 45 et 64 ans. Enfin, seulement 2,5% des redevables primo-déclarants ont moins de 45 ans. Donc, il y a des jeunes fortunes immobilières donc. Alors, il y a des jeunes, c'est ce que j'appelle les jeunes. Les jeunes, c'est assez étonnant parce que les jeunes s'intéressent beaucoup à l'immobilier. On le voit dans tous ceux qui ont des situations intéressantes ou dans les banques ou dans les cabinets de consulting, travaillent beaucoup,
première chose à faire, s'acheter sa résidence principale. Et donc, le montant moyen de ces jeunes, il est de l'ordre de 2,7 millions, alors que les plus de 45 ans disposent d'un patrimoine immobilier qui, lui, va être de 2,4 millions à 2,5 millions. Qu'est-ce qu'on tire de toutes ces informations? Alors, Qui nous viennent de la Direction générale des finances publiques, évidemment. Alors ça, c'est des remarques peut-être un peu personnelles. Non, mais oui, mais sur les chiffres, tous les chiffres-là viennent des impôts. Tous les chiffres viennent des impôts. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer? On peut en tirer qu'on voit que les jeunes aiment plus l'immobilier qu'on veut bien le dire. Ça, c'est quand même assez net. On constate donc une population très jeune qui acquiert cet immobilier. Peut-être que le deuxième point, c'est que l'allongement de la durée de vie fait qu'on hérite aussi plus tard. Ouais. Ce qui veut dire qu'il n'est pas anormal qu'on rentre à 70 ans par le biais de biens qu'on percevrait par héritage. Le troisième point est qu'en 20 ans également, on a considérablement rallongé la durée de vie et qu'on a rallongé la durée de vie du crédit. Donc on a des crédits qui autrefois étaient de 15 ans, maintenant passent à 25 ans. Donc ça freine la rentrée dans le patrimoine. Le quatrième point, c'est que finalement, l'immobilier reste une valeur intéressante parce que c'est la seule valeur qui vous permet, qui vous est allouée pour pouvoir emprunter en vue de son acquisition. Vous ne pouvez pas faire ça sur des actions, vous ne pouvez pas faire ça sur d'autres sujets. La banque ne vous le permettra pas. Donc c'est quelque chose qui, de toute façon, restera une valeur intéressante. Le marché immobilier qui a été orienté à la hausse pendant 20 ans jusqu'en 2022-2023. Depuis, ça baisse un petit peu. Alors, ça n'a pas que ça, d'ailleurs, ça. Alors, ça a un impact sur le niveau moyen de taxation, puisque le niveau moyen de taxation était de 11 200 l'année dernière, 11 200 € sur une moyenne par tête. Ouais. Et là, on est passé à 11 100, il y a un petit tassement. Ouais. Je ne sais pas si la moyenne a un sens, oui, en passant. Non, parce qu'il y a une telle diversité. Oui. Et ce qu'on sait aussi, c'est que, comme pour l'impôt sur le revenu, c'est une toute petite fraction qui paie le plus gros montant de l'IFI et une grande fraction qui paie la masse la plus faible. Il y a des foyers qui rentrent ou qui sortent de l'impôt sur la fortune immobilière en fonction de l'évolution du prix de l'immobilier? Alors oui, cette année, on a plus de foyers, je cherche mes petites notes, mais on a 17 600 foyers qui sont sortis de l'IFI, alors que 29 700 vont y entrer. Donc on a une balance positive, on en a beaucoup plus qui sortent, beaucoup plus qui rentrent que ceux qui sortent. Ce qui explique que ça rapporte un peu plus, je n'ai pas les chiffres en tête, l'impôt sur la fortune immobilière, 2 milliards d'euros. 1,9 milliard, ça progresse tous les ans, c'est plus 6,2 par rapport à l'année dernière, ça progresse toujours. Ouais, je ne sais pas si on l'a dit, mais le niveau d'entrée, on a dit que c'était 1,3 million, c'est ça? 1,3 million. Alors, dans les faits, c'est 1,3 million, mais... Net de dette. Hein, ouais. C'est net de dette, mais dès que vous franchissez le 1,3 million, vous êtes taxé à partir de 800 000. Exactement. Donc ça, c'est un sujet. Et là, la question qui peut se poser, c'est de savoir si vous êtes juste à la limite, qu'est-ce que vous devriez faire? J'ai envie de dire, pour des raisons de prescription fiscale, il vaut mieux rentrer un tout petit peu au-dessus qu'être un petit peu en dessous, parce que l'administration peut vous chasser, si je puis dire, vous retrouver sur 3 ans plus l'année en cours quand vous avez déclaré, ce qui est assez court. Ouais, et c'est 6 ans. Et c'est 6 ans plus l'année en cours, ce qui est très long. Ce qui est très long, parce que vous accumulez des pénalités, même si elles ne sont que de 2,40 € par an, ce qui est assez propre. 2 euros. 2%, 2,40%, 2,40 €, c'est pas très cher. Vous me troublez. Et donc 2,40% par an, ce qui est moins cher que le taux de l'argent. Oui. Mais si vous prenez la 7e année et que vous remontez de 7 fois 2,40, ça commence à faire très cher. Allez, merci beaucoup. Explication signée Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci Jérôme. Merci David.